on voit bien qu'une grande partie des inégalités d'accès sont produites ailleurs que dans le domaine culturel. Donc en fait, sont un espèce d'effet des inégalités économiques et sociales qui existent dans nos sociétés et qui renvoient aux inégalités d'accès au diplôme en partie. J'ai évoqué le lieu d'habitation, par exemple, les questions de revenus. Donc il y a une grande partie en fait, du combat contre les inégalités d'accès à la culture qui se mène ailleurs que dans les lieux culturels. Donc c'est un simple effet secondaire d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est clair que ça passe, mais à peu près tout le monde est d'accord pour le reconnaître aujourd'hui, par une éducation artistique et culturelle plus ambitieuse qu'elle n'a été jusqu'à présent, même si des efforts sont faits. Deuxième élément, c'est que je pense qu'il est nécessaire de sortir d'une vision en termes d'égalité, c'est-à-dire comme si les actions devaient concerner tout le monde. Parce que les études montrent que, aussi bien en termes de politique tarifaire qu'en termes d'éducation, par exemple les actions qui sont menées en direction des enfants, elles peuvent avoir des effets contraires à ceux attendus. C'est-à-dire qu'une baisse des tarifs ou la gratuité, dans certains cas, peut entraîner ce que les économistes appellent des effets d'aubaine, c'est-à-dire que des personnes qui pourraient très bien payer, mais profitent de la gratuité en fait, pour augmenter leurs propres pratiques culturelles. Et donc d'une certaine manière, la gratuité, dans certains cas, peut atteindre des publics totalement différents de ceux qui sont initialement visés. C'est-à-dire que c'est plutôt des gens déjà habitués des équipements culturels qui vont profiter de l'occasion en fait, pour payer moins cher ce que de toute façon ils auraient fait. Donc voilà, on pourrait généraliser ce raisonnement-là qui fait que je crois que les équipements culturels, s'ils veulent avoir une politique efficace de réduction des inégalités, doivent définir précisément les publics qu'ils ciblent. C'est-à-dire, moi je cherche plutôt à attirer les personnes âgées retraitées qui sont chez elles et qui ne sortent pas, ou les jeunes de tel quartier qui, on le voit bien, ne fréquentent pas la bibliothèque du centre-ville, à définir de manière assez fine les publics ciblés, mettre en place une stratégie en adéquation avec ces publics-là, et aussi tenir un discours adapté à ces publics-là. Les équipements culturels ont souvent des difficultés à diversifier leur discours. On n'attire pas de la même façon quelqu'un qui est spécialiste de Beckett ou spécialiste de n'importe qui, de Christine Angot, et quelqu'un qui ne sait même pas qui est Christine Angot. Donc on ne va pas pour essayer de la faire venir au spectacle, à ses lectures, on ne va pas parler de la même façon au public, etc. Et on a encore des difficultés parce qu'on reste souvent dans les milieux culturels, notamment ceux du spectacle vivant, sur l'idée des années 60, qu'il suffit un petit peu de mettre des enfants ou des adultes face à l'œuvre pour que le miracle agisse, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y ait une conversion un peu sur le mode religieux, etc. Et c'est que la magie de l'œuvre d'art agisse et que la personne soit convertie à l'amour de l'art.